Merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau spécial dédié à la gouvernance Talon sous le prisme de la clé qui en a rendu possible un bilan défendu dans une reddition de comptes itinérante devant ses concitoyens à travers les 77 communes que compte le Bénin. La clé de ce bilan, de réformes inédites et de réalisations pour le moins impressionnantes, c'est ce que lui-même appelle un nouvel état d'esprit. État d'esprit que Patrice Talon souhaite voir survivre à son mandat, même au-delà du prochain qu'il vise. Bref, un état d'esprit qu'il brûle de voir traverser le temps. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent ce modèle de gouvernance Talon qu'on peut assimiler à de l'austérité tant il nous invite à serrer la ceinture et faire preuve d'éthique dans la gestion du bien public pour guérir de nos tares longtemps accumulées et donner une chance au redressement enfin de ce pays. Était-ce son secret projet de gouvernance tant on ne le voyait pas venir en 2016? Et quel est son rêve ultime pour l'épanouissement des Béninois sur tous les plans, y compris au plan social, pour le moment en mode serrage de ceinture? Réponse parmi d'autres. Question à poser au directeur de communication de la présidence, témoin privilégié de l'état d'esprit de Patrice Talon dans sa pratique quotidienne du pouvoir. Monsieur Wilfried Léandre Ngbeyi, merci d'accepter de vous coller à cet exercice. C'est moi, c'est un plaisir. J'ai le plaisir et l'honneur aussi de co-officier ce plateau spécial avec mon éminent confrère de Canal 3, André Dossa. André Dossa, merci de m'accompagner dans cet exercice. Bonsoir Osias, bonsoir Wilfried Léandre Ngbeyi. Bonsoir, monsieur Dossa. On peut dire qu'au début, en 2016, était une promesse, un engagement presque, j'allais dire, ordinaire de tout candidat qui doit prendre la succession d'un chef d'État en exercice qui finit son mandat pour changer le quotidien de ses concitoyens. Je l'ai dit dans mon introduction, on ne voit pas vraiment le cap de ce nouvel état d'esprit fixé dès le départ dans ce que Patrice Talon avait consigné comme fondement de son engagement à servir le Bénin. Si vous le voulez bien, M. Wilfried Léandre Ngbeyi, je vais vous confronter à un petit exercice d'examen de cette courte déclaration qu'il a faite dans laquelle il y avait les mots de son engagement. On va suivre. Chers compatriotes, notre pays va mal sur tous les plans. Cependant, nous sommes capables de renverser cette tendance et de vaincre la fatalité. Pris individuellement, les Béninois sont remplis de talent et de dynamisme. Une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents serait donc capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide de notre développement dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. C'est fort de cette conviction que je soumets à votre attention, chers compatriotes, les grandes lignes de mon programme pour le quinquennat 2016-2021. Ce sera le nouveau départ. Patrice Talon. Osias l'a souligné dans son introduction. Au commencement, c'était une promesse, un serment, un engagement, mais cela a débouché sur un nouvel état d'esprit, l'état d'esprit Talon. Dites-nous quelles en sont les origines, les fondements. Je crois que quand on a revisité ce message qui annonçait le projet de société du candidat pour 2016, avec le recul aujourd'hui, on peut se demander quel bista. Comment, à l'époque, projeter qu'à l'atterrissage, nous serions dans cette situation générale, cette dynamique instaurée, et pour dire comme lui, ce nouvel état d'esprit qui s'impose. Si ça n'a pas du prophétique, je pense qu'à tout le moins, on peut voir à travers les lignes qui viennent d'être présentées l'assurance d'un homme, la confiance absolue en lui et en ses compatriotes pour accoucher de ces lignes et dire qu'ensemble, nous sommes capables de faire le chemin, d'arriver à bon port. Et c'est ce qui est en cours depuis 5 ans, que tous nos compatriotes d'ici et d'ailleurs, que les observateurs étrangers constatent et observent que le Bénin est en mouvement vers l'avant. Les clés de cet état d'esprit, de cette situation que nous voyons tous, lui-même en premier, il vous dirait, moi avec, ce sont les Béninois eux-mêmes. Il a dit, les Béninois pris individuellement sont pétris de talent et de dynamisme. Les Béninois eux-mêmes sont la clé de ce qui est fait. Mais avec les Béninois,
leurs dirigeants. Parce que nous avons toujours eu des dirigeants dans ce pays. Pourquoi pas le passé? En tout cas, pour vous et moi, depuis les temps où nous avons commencé à être observateurs attentifs de la vie de notre pays, et pour ce qu'il nous a été donné de lire de l'histoire de notre pays, pourquoi pas le passé? N'a-t-on jamais observé une telle dynamique qui se projette dans le temps, qui se pérennise? Le chef de l'État a eu à une des étapes à employer l'expression de feu de paille, je crois que c'était à Djo, pour dire que quand ça commence à frémir, aussitôt après, c'est liquéfié. Ça durait le temps d'un feu de paille. À titre personnel, je peux vous dire que quand en 2006, je m'étais pris d'euphorie et de passion pour le président qui venait d'être élu, alors même que je n'avais pas porté mon choix sur lui, mais que ses premières actions avaient commencé à me convaincre, des aînés m'ont dit « Oh Wilfried, tu vas être déçu tout à l'heure. Nous, on a vu mieux. » Je dis « Ah bon? Mais c'est ça qu'il faut, c'est la dynamique qu'il faut imprimer au pays. » Il dit « Tu verras, ça ne va pas durer. » Nous, on a vu le PRPB, par exemple. Et à mon corps défendant, j'ai dû leur donner raison au bout de 18 mois à peu près, parce que, hélas, cette dynamique a été arrêtée. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas été arrêtée et que, commencée sur des chapeaux de roue, elle s'est poursuivie jusqu'à la fin du mandat? C'est d'abord parce que le chef de l'État ne s'est pas focalisé, une fois installé dans le fauteuil présidentiel, sur la perspective d'un renouvellement de son mandat. Au contraire, il avait dit dès le départ, il a prôné le mandat unique. Le mandat unique a été battu en brèche par l'Assemblée nationale qui a rejeté le projet de révision de la Constitution en avril 2017. Quoique dès lors, la possibilité lui était offerte d'envisager immédiatement de se succéder à lui-même, on aura observé sur le temps que le chef de l'État n'a jamais fait d'un éventuel deuxième mandat une préoccupation qui aurait eu l'effet de l'amener à diluer l'intensité de son action, à régresser sur les chantiers majeurs qui visaient à consolider l'édifice bénin et à faire en sorte que les jalons d'un réel développement durable soient posés pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc, il y a eu la constance dans l'engagement de l'homme. Le langage de vérité, la détermination et surtout le courage d'agir en tant que chef d'État. C'est ce qui, je pense, a généralement fait défaut par le passé et qui a fait que nous n'avons pas observé dans cette ampleur une dynamique du genre de celle qui est en cours aujourd'hui. Et c'est sans doute à l'aune de ces éléments-là qu'il faut comprendre ce qui se passe au Bénin depuis 5 ans. La question qu'on pose on peut se poser quand on analyse la démarche Talon, la méthode Talon, le mode de fonctionnement de Talon, en fait, avant lui, ses prédécesseurs, commençons même par Kérékou, réputé homme d'État de poigne, qui n'a pas réussi à inverser, à casser les mauvaises habitudes qui minaient la gestion de l'État, qui mettaient en péril le bien public. Vous l'avez dit, Boni Yahi, il a même marché contre la corruption dans ce pays, au risque même de... Vous y avez participé, de vous donner des ampoules aux pieds. Mais à l'arrivée, malgré ce volontarisme affiché où des chefs d'État se sont annoncés, se sont ébouriffés à s'attaquer à cette pieuvre, ça n'a pas marché. Alors, le secret de Talon, c'est de ne jamais rien annoncer au départ et d'y aller à pas feutré pour finalement prendre tout le monde à rebours, c'est ça? Il y a sans doute un peu de cela, mais je crois qu'il y a davantage la volonté de réussir, la volonté de faire autrement, pour ne nous intéresser qu'au chantier de la lutte contre la corruption. Et je me souviens, comme si c'était hier, ce jour de juillet 2007, où vous et moi avons dû faire, et moi, même avec le recul, je le dis, avec beaucoup de plaisir, parce que j'y croyais. Et au-delà de la fierté. J'y croyais. Pourquoi le président Kérékou n'a-t-il pas réussi à faire une lutte contre la corruption, contre l'impunité, avec flamboyance? Pourquoi le président Boni Yahi n'a-t-il pas réussi? Le président Boni Yahi, à un moment donné, avait dit, si je devais mettre en application les résultats des audits, tous les DG iraient en prison. Je crois que personne n'a oublié ça, ou nous avons tous oublié. Mais que fait le président Patrice Talon? Une affaire éclate, la justice est saisie, le dossier est instruit, vous allez répondre de vos faits et gestes, quelle que soit votre obédience politique.
C'est là toute la différence. Hier, on pouvait faire du chantage avec des dossiers délicats. Donc il faut considérer et observer que la volonté d'agir, la volonté de réussir, sans état d'âme par ailleurs, compte beaucoup dans les résultats que l'on obtient sur le chantier de la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Le président Boniaï disait que si je devais mettre en application les résultats de tous les audits qui ont été réalisés, tous les directeurs généraux se retrouveraient en prison. Mais pourquoi, quand on a entendu cela, il y a quelques années, pourquoi peut-on être ému aujourd'hui d'observer que l'on demande à des dirigeants de rendre compte de leur gestion? Parce que nous avons oublié. Et nous n'avons pas considéré que la lutte contre la corruption doit effectivement se faire sans état d'âme. Le président de la République dit, ce n'est pas avec le sourire qu'on le fait. Surtout lorsque vous savez que vos amis, vos proches peuvent y passer. Et on a vu depuis 5 ans combien de proches du chef de l'État, des gens qui ont été de la première heure de sa campagne, des gens qui ont été des soutiens politiques majeurs. Et l'actualité fraîche nous donne encore à constater du côté d'une commune, pas loin de Cotonou, comment des soutiens éminents du chef de l'État répondent de leur gestion devant la justice. Personne ne trouve scandale en cela. Si ça avait été un adversaire politique ou quelqu'un de critique, on vous aurait dit que la démocratie est en danger. Mais moi, j'observe que entre 2016 et 2020, le Bénin a gagné 15 places au moins dans le classement de Transparency International pour l'indice de perception de la lutte contre la corruption. Ce qui veut dire que l'impunité est en recul dans notre pays. Ce qui veut dire que les faits de mauvaise gouvernance trouvent sanction parce qu'il faut promouvoir la bonne gouvernance. Et ça, c'est à l'actif non seulement des Béninois, mais surtout de leurs dirigeants qui osent montrer le chemin. Parce que Machiavel aurait dit, et quand le chef de l'État a annoncé dès le départ son intention de mener une lutte implacable contre la corruption, nombre d'observateurs ont dû sourire en se disant « Oh, il va se casser les dents parce qu'on en a vu bien d'autres avant lui ». Machiavel dit « À quoi sert-il de tenir une parole que l'on a déjà donnée ?» Mais le président Talon dit « Je m'emploie à tenir cette parole ». Et c'est ce que nous observons. C'est ça qui fait que le respect du bien public est de plus en plus observé aujourd'hui, que les finances publiques sont mieux respectées et que nos compatriotes observent eux-mêmes qu'il y a effectivement cette dynamique qui fait que les choses se passent beaucoup mieux qu'avant, je dirais, se passent différemment. Et à cette allure-là, on peut espérer que les prochaines années soient des années du Bénin. Et c'est vrai que le candidat Patrice Talon, comme tout bon candidat à la quête du pouvoir, a annoncé le changement, a annoncé un certain nombre d'idées de réformes qu'il entreprendrait au pouvoir, mais à aucun moment il n'a laissé transparaître ce leadership transformateur que finalement on a découvert. Pourquoi a-t-il donc dû user de la ruse, je peux le dire ainsi, et surtout que ça a été brutal pour les Béninois? Je ne suis pas sûr qu'il ait usé de ruse pour y arriver. Il a proposé un projet de société auquel nous avons massivement adhéré. Le seul fait nouveau par rapport à tous ceux qui avant lui ont pu promettre le changement, c'est que lui, il a décidé de se l'appliquer et de nous engager. Regardez, quelqu'un a dit, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Donc tant que vous n'êtes pas prêts, vous le peuple, moi je ne bouge pas. Mais le peuple vous a délégué le pouvoir de lui montrer la voie, de le guider. Et l'autre a dit, si vous voulez changer d'avenir, changez vous-même d'abord. C'est du même au même. Et le troisième, l'actuel chef de l'État, il dit, moi je suis prêt et tout de suite, je n'attendrai pas que vous soyez prêts. C'est ça qui a fait la différence. Donc il n'y a pas eu de ruse en la matière, il y a plutôt eu la volonté de faire ce que l'on a promis. D'abord, promettre ce que l'on peut faire et ensuite faire ce que l'on a promis. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça la recette principale. Quand je parlais de brutalité, parce que lorsque on assume un leadership révolutionnaire qu'on veut transformer, on essaye de faire adhérer la population, il y a une dimension pédagogique. Mais on a observé que le président Patrice Talon a plutôt composé avec la classe politique qui incarne justement les mauvaises pratiques, l'État, avec lesquels il souhaitait qu'on se démarque complètement. C'est pourquoi je parlais de brutalité. Alors pourquoi cette dimension pédagogique a manqué à l'action de Patrice Talon? Peut-être que cette classe politique que vous évoquez, qui d'ailleurs, à l'origine,
n'a pas soutenu Absolument. le président Patrice Talon. Ah, le connaissait-il, Patrice Talon? Au fond, pour ne pas vouloir de lui, je ne saurais le dire. Mais ce qui est Il à devait observer... pourtant le connaître, puisque ça fait des décennies Oh, mais vous savez que il compose avec eux. sans doute que des gens le connaissent un peu, des gens croient le connaître, mais le connaître au fond, est-ce que c'est évident? J'ai entendu quelqu'un dire, mais si les Béninois savaient que le président Talon était si rigoureux, si droit, est-ce qu'ils allaient vraiment voter pour lui? Et je suis convaincu que Justement, si on posait cette question aux Béninois, Le sens de notre question. si on posait cette question aux Béninois en 2017, 2018, beaucoup vous auraient dit on n'aurait jamais pris Patrice Talon. On regrette même à la limite de l'avoir pris parce que c'est dur, il nous oblige à l'effort, il nous oblige à la rigueur. Mais aujourd'hui, les mêmes constatent que c'était le chemin à parcourir. Il fallait oser, il fallait un peu de courage, un peu de détermination pour y arriver. Et beaucoup d'habileté aussi. Mais sans doute ça compte parce qu'on est en terrain politique. L'art de la guerre vous enseignerait que si vous tenez votre truelle d'une main et que vous construisez, de l'autre il faut tenir le bouclier pour parer les coups des adversaires. Donc c'est un peu de tout cela. Mais à aucun moment il s'est agi de ruse. C'est une démarche. À un moment donné, parce que tout le monde vous le dirait, tous les connaisseurs, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Il se passe toujours quelque chose de providentiel qui fait que, tel qu'on n'attendait pas vraiment, c'est lui qui va rafler la mise. Et notre pays est riche d'histoires de ce genre. Combien de fois avons-nous vu venir vraiment le vainqueur tout désigné d'une élection présidentielle, quand bien même l'actualité vous expose des gens, vous font croire que c'est eux qui vont arriver, certains ont dépensé des fortunes sans y arriver. Et d'autres, parce que c'était le heure, les planètes étaient alignées, ils sont arrivés. Après, quand on est arrivé à ce niveau-là, on a sans doute accompli son destin. Mais est-ce l'achèvement? L'achèvement, l'accomplissement absolu, c'est ce qu'on fait de ce mandat. C'est ce qu'on fait de la confiance, de l'honneur que les citoyens vous ont fait. Et ça, le président Talon, moi je peux vous le certifier dès le départ. M'a dit en 2017, au détour d'une discussion sur une actualité particulièrement chaude, il m'a fait, M. Ngwedji, vous savez ce qui me préoccupe, c'est ce que je vais laisser à mes compatriotes quand je ne suis plus là. Le reste, la calomnie, les cabales, je m'en tape. Je dis, waouh. Il dit, oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Je me suis préparé. Avant d'accepter d'être candidat, je me suis préparé à tout cela. Et donc, cela ne me fera pas varier sur ma logique, ma vision. Mais vous verrez bien, tous ceux qui nous ont quittés, d'une manière ou d'une autre, ils reviendront avant la fin parce que nos résultats parleront pour nous. Et je crois qu'il ne s'est pas trompé là-dessus. Alors, monsieur Wilfried Léon Ngwedji, quand dans votre propos, il y a un instant, vous indiquiez que vous êtes étonné de voir que les Béninois s'émeuvent, de voir par exemple des responsables, des hauts responsables qui ont pris des écarts avec le bien public, se voir sanctionnés. J'ai la faiblesse de croire, et à la décharge des Béninois, que c'est peut-être moins cette sorte d'émotion que plutôt la surprise qu'ils ont de voir que celui qui a accepté de gérer leur destin commun en 5 ans, en leur promettant le meilleur, est tout commencé en cassant. En cassant un certain nombre de règles établies. Oui, on sait que ces règles comportaient beaucoup d'insuffisances et ne nous amenaient pas loin. En commençant par casser, le déguerpissement est passé par là. Ça a créé plutôt là beaucoup d'émoi au plan social. Au résultat, c'est vrai, on a vu le bilan qui a été présenté. Mais pourquoi était-il nécessaire de prendre autant de risques quand on sait qu'il est réfractaire au populisme? Mais était-ce nécessaire de faire payer ce prix-là avant d'obtenir ce résultat qu'on va revisiter? Il n'a pas fait payer un prix. Je dirais peut-être que comme Je veux parler du prix social. Oui, il n'a pas fait payer un prix incommensurable. Je dirais même que comme l'autre, Patrice Talon, il n'est pas venu pour abolir les lois. Il est venu pour les accomplir. Il n'est pas venu abolir les lois, il est venu les accomplir. Et vous pouvez visiter notre histoire, vous verrez. Aujourd'hui, on est en train de voir la renaissance économique de notre pays. Et il nous promet, à partir de 2021, une véritable explosion économique. Avant lui, tous ont déploré que renouveau démocratique n'ait jamais rimé avec renouveau économique, n'est-ce pas?
Mais comment obtenir le renouveau économique? Il fallait engager la transformation structurelle de l'économie. Il fallait engager la préservation des ressources publiques, l'assainissement de la gestion des finances publiques. Qui a osé faire ça? Parce que ça fâche. Et vous savez bien que tant que nous avions une classe politique composite, hétéroclite, chacun, leader de son village, leader de son quartier, pouvait faire main basse sur tel régime ou tel autre, sur telle société ou telle autre, et faire l'objet de son soutien au chef de l'État, marchandage de cela. Si je te soutiens, tu me donnes tant. Si tu ne me donnes pas tant, je ne suis pas avec toi. Demain, s'il a plu, il te tourne le dos. Donc, il fallait oser le faire. C'était un passage obligé, selon vous? Avec le recul, M. Sounouvou, est-ce que vous n'êtes pas convaincu vous-même que c'était un passage obligé? Tous ceux qui ne l'ont pas fait ont fini par échouer. Et nous avons déploré cela, que des espoirs aient été suscités et qu'à l'arrivée, le fiasco a été au rendez-vous. Vous pensez que le général Kérékou manquait d'ambition? Vous pensez que le président Boniaï manquait d'ambition pour le Bénin? Moi, j'ai cru en lui à un moment donné. Je l'ai combattu après la plupart de son mandat, mais j'ai toujours eu l'honnêteté de dire qu'il ne manquait pas de volontarisme. Mais après, dans le fond, il n'y avait pas la méthode, il n'y avait pas ce courage d'agir. Et ce n'est pas donné. Alors, le président Patrice Talon n'a-t-il pas aussi péché en n'essayant pas dès le départ d'expliquer, de sensibiliser, de faire de la pédagogie et faire adhérer la population à sa volonté de transformer en profondeur la société? Un exemple, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, lorsque le président Boniaï nous a proposé le changement, il a mis en place un certain nombre d'outils, notamment entre autres cette cellule de changement à la présidence, qui faisait de la pédagogie autour de son idée de changement. Pourquoi ici le président Patrice Talon n'a pas cru devoir mettre en place ce genre d'instruments pour que le peuple soit informé, sensibilisé, suffisamment renseigné, et peut-être cela aurait permis que les casses, les décisions douloureuses de départ soient moins comprises? Je vais vous faire un exercice. Je vais vous demander de voir en 5 ans, pour parler du premier mandat de Boniaï, combien de fois il a pris la parole lui-même. Et regardez en 5 ans, combien de fois Patrice Talon a pris la parole. Et sur l'éducation en particulier, cela a été annoncé 6-7 mois avant, en Conseil des ministres. Après, il y a eu de la sensibilisation. Dans un contexte de normocommunication. Il y a eu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je sais qu'on n'y est pas, il y a eu de la sensibilisation. C'est une option. Peut-être pas assez. C'est possible. C'est possible parce que il faut se mettre à la place des autres. Et si on se met à la place de ceux qui ont connu ça, même si beaucoup voient aujourd'hui l'embellissement, la transformation de la ville et se disent « Oh, si c'était vraiment ça le prix à payer, on comprend aujourd'hui », il y aura toujours une partie de ceux-là pour ne jamais comprendre et dire que ça a été un péché. Mais pas que, il n'y a pas que l'embellissement comme le résultat. Les marchés ont commencé par être construits pour les espaces marchands. Comme je vous le disais tout à l'heure, la sanction qui concerne aussi les proches, je peux vous dire, vous avez certainement oublié, mais si vous retournez dans les archives de l'OETB, vous allez voir, en 2017, une boutique qui a été rasée de quelque part dans la zone de Misseba, ou de la Haie-Vive, mais qui appartenait à une Talon, parent proche du chef de l'État. Monsieur Kongwedi, mais quand vous évoquez cela, excusez-moi, c'est pas pour vous tacler, c'est un exemple mineur. C'est-à-dire, vous pensez que c'est mineur? Patrice Talon ne prendrait pas le risque d'une exception d'une boutique d'une propriété appartenant à un Talon sur une opération nationale. Oui, mais vous imaginez bien. Non, ne dites pas ça, M. Sounouvou. C'est pas Même si si aisé. c'est passé par... c'est pas si aisé. c'est arrivé par le passé. Le président Rawlings, on rapporte que au moment où il faisait les grands travaux, il a envoyé ses équipes pour dégager une maison. Et cela n'a jamais été fait. Alors le jour, il entreprend lui-même de monter à bord du tracteur. Il arrive là. Et quelqu'un vient lui souffler que c'est la maison de votre jeune frère. Il dit, ah bon? Et donc, allez, on passe dessus pour que la route avance. La boutique appartenait à une Talon, je vous ai dit. Elle a été rasée comme les autres. Parce qu'il faut donner l'exemple. Montrer qu'on n'agit pas pour sanctionner les gens. Non, c'est par ambition, c'est par idéal.
et que personne ne doit échapper à ça, même si on est proche du chef de l'État. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, c'est vrai, c'est une option. Vous voyez, d'autres, effectivement, auraient pris le pari d'aller discuter, de sensibiliser, d'avancer. Mais vous oubliez aussi le contexte, M. Dossa. Le contexte, c'était que nous étions partis sur le mandat unique et qu'il fallait faire vite. Il fallait agir. Et donc là aussi, si vous prenez le temps de discuter, ce qui est utile par ailleurs, mais vous aurez peut-être mis 6 mois, 1 an, parce que, vous le savez bien, vous n'arriverez jamais à convaincre tout ce beau monde-là de la nécessité de faire cette opération. Donc le chef de l'État a dû, moi je comprends ici, faire le choix d'avancer et d'expliquer ensuite, ou bien de convaincre par les résultats pour que tout le monde se dise enfin, ah mais oui, c'était pas si mal que ça, il fallait le faire, et il a osé le faire. En somme, M. Wilfried Léon Gbedji, Patrice Talon, c'est l'homme acquis à l'action et à peu de parlotte. C'est un peu ce qui le caractérise. Je crois que tout le monde est désormais convaincu de ça. Avec lui, il n'y a pas de place pour le bavardage. On va suivre encore un élément de l'actualité toute récente, justement, de sa tournée de réédition de comptes qui montre combien le bilan qu'il affiche fait écho à une promesse qu'il avait, celle-là, annoncée. On va à la régie pour suivre. À la suite de ce mandat que vous m'avez confié, qui lui-même a fait suite à ma tournée de campagne, qui m'a amené ici, à Tangueta. Et si vous vous rappelez, je disais que peut-être que notre heure est en train de sonner, qu'il nous sera possible de relever le défi du développement, que le Bénin est capable de faire face à ses besoins et de commencer à les satisfaire les uns après les autres. Et j'avais dit ici que je serais ce chef d'équipe capable de nous amener à transcender nos compétences, nos capacités, nos grâces pour révéler à nous-mêmes, puis au monde entier, qui nous sommes. C'est vrai, faire son bilan soi-même peut paraître prétentieux. Donc nous pouvons oser apprécier ce que nous avons fait ensemble pour voir si nous avons commencé à donner une lueur d'espoir, voire une certitude à notre capacité de satisfaire nos besoins que nous égrénions depuis des décennies. Il nous manque ci, il nous manque ça, l'eau, l'électricité, la route, l'école, la santé. Est-ce que 5 ans après, notre bilan nous donne l'assurance que nous allons satisfaire tous ces besoins-là bientôt, très bientôt. Parce que nous avons commencé à les satisfaire de manière visible, de manière massive, de manière importante, qualitativement et en vitesse. Quand j'observe le Bénin, et c'est ce que je voudrais inviter les uns et les autres à faire, est-ce qu'on ne voit pas que nous avons mis notre pays en chantier, presque dans tous les domaines? Pendant un même quinquennat, est-ce que nous n'avons jamais atteint ce rythme-là, cette ampleur, depuis nos indépendances? Non, il faut oser le constater, c'est non. Ce n'est pas prétentieux, mais c'est ce que nous sommes en train de faire depuis bientôt 5 ans. On voit que le pays est en chantier dans une ampleur jamais inégalée. Et le mérite des hommes, des générations, c'est d'être capable, en leur temps, de faire face à leurs défis, de les relever, à leur satisfaction et à la satisfaction des générations à venir. Alors pour accomplir toutes ces actions, pour accomplir ce leadership de révolution dont je parlais, Patrice Talon a fait le pari de l'impopularité. Mais quel prix avez-vous dû payer? Je dis vous, je parle de ses équipes, de ses collaborateurs. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ah non, ça n'a pas été facile, surtout sur la première moitié du quinquennat. Quand vous avez en face une adversité aussi féroce que celle qu'on a dû affronter, mais que vous avez un chef qui résolument tient le cap, qui vous dit ne faiblissez pas, nous allons y arriver, mais que vous souffrez et que parfois vous dit non, ne répondez pas à ça, ça va passer. Vous vous demandez sur quoi il compte.
sur quoi il compte. Et il y a eu des épreuves. Après les épreuves, j'ai entendu de ses collaborateurs, parfois même des ministres, lui dire, mais Monsieur le Président, vous nous avez fait peur à nous tous. Et puis il sourit simplement. Il vous dit non, nous sommes de bonne foi. Moi, le seul challenge qui m'habite aujourd'hui, c'est comment nous remettons notre pays à l'endroit, dans le bon sens. C'est comment on fait pour marquer l'histoire. Et pour ça, tous les sacrifices sont possibles. Ça n'a pas été facile d'un autre point de vue parce que, vous voyez, comme le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a réussi dans le privé. On peut dire qu'avant 2016, il avait réussi sa vie pour les activités qu'il a menées. Beaucoup ont dû penser qu'avec lui, ce serait facile de s'en mettre un peu au plein les poches. Mais très tôt, il a donné le ton en disant non, non, non sur certaines choses. Et vous commencez à vous interroger pour dire, mais comment on fait avec pour ne trahir aucun secret? Et je vous dis que vous arrivez parfois en Conseil des ministres, pour 500 francs CFA ou pour 1000 francs, des communications ont pu être retournées. Parce que vous ne justifiez pas pourquoi 1000 francs doivent être inscrits là. Il dit, c'est le principe, peu importe le montant, qu'il s'agisse de milliards ou qu'il s'agisse de 100 francs ou de 1000 francs, je regarde ça avec les mêmes yeux. Donc le principe, c'est ça qu'il faut appliquer. Et très tôt, les gens ont commencé à se dire, ah mais tiens, effectivement, les choses ont commencé à changer. Les choses changent. Et lui-même, il est resté constant. Constant. Au plus fort de l'adversité, là où on aurait pu le voir rompre et diluer l'action, il dit non, l'histoire nous rendra témoignage. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas compris, l'histoire nous rendra témoignage. Et le clou de ça a été une séance à 8 ou 10 mois des élections législatives de 2019, j'aime la raconter, où le titulaire du dossier a fait son exposé, a suggéré une façon de traiter le dossier et a ajouté, surtout que nous sommes à quelques mois des élections. Et j'ai dit, c'est le bout de phrase qu'il ne fallait pas lâcher. Quand le chef de l'État il regarde la salle, il demande, mais monsieur le ministre, depuis quand on fait les choses ici en pensant aux prochaines élections? Nous savons tous que le pays a besoin de réformes. Nous les avons promises. Et parce que c'est difficile, nous allons renoncer. Si nous renonçons, est-ce que nous honorons l'honneur que le peuple nous a fait de nous confier ce mandat? S'il ne tient qu'à moi tout seul, j'aimerais bien qu'on m'applaudisse quand je sors dans la rue. Mais pour le faire, comme avant là, comment procéder? C'est l'argent du peuple. Il suffit de distribuer un peu à quelques-uns et puis ça y est. Mais nous aurions péché contre le peuple. Et il ajoute, on ne fera pas comme ça. Nous allons continuer. Et quand il a fini, comme pour taquiner tout le monde, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense comme lui ici? Après avoir ajouté au ministre, bon, monsieur, mais si vous avez peur ou si vous êtes fatigué, vous me dites, je peux vous remplacer. Et en tout cas, moi, je n'ai pas peur. Et nous allons continuer. Demain, le peuple verra que c'est le seul chemin pour y arriver. Et je crois que les faits lui donnent raison. Vous n'étiez pas au bord du découragement des fois par cette manière très forte de conduire les affaires et surtout, vous qui êtes, et dans son équipe gouvernementale, il y en a, et vous aussi, Wilfried Léon-Goumbéji, on connaît votre état d'esprit par rapport aux droits humains, héritier, comme bien d'autres, de la conférence nationale. Lorsque Patrice Talon mène d'une main de fer aussi des réformes aussi durables, lorsqu'il supprime des primes aux fonctionnaires, des primes qui constituent des avantages, des privilèges acquis pour les fonctionnaires, lorsqu'il il restreint des libertés, y compris des libertés partisanes en les restreignant aux grands ensembles, est-ce que vous avez senti des frémissements de découragement, de démission? Il n'y en a jamais eu. Est-ce que c'est parce que le Bénin est si attaché aux fonctions, aux hautes fonctions, c'est pour ça? Non, il y a eu des moments de découragement, de lassitude, parfois même des envies d'ailleurs, il y en a eu. Et moi, à titre personnel, je vous mentirais si je vous dis que ça ne m'a pas traversé parfois. Mais pour ce qui est de la nature de la collaboration avec le chef de l'État, moi j'ai été fixé très tôt. Le ministre Agbenonsi vous dirait que il a été à une session de l'ONU, je crois que c'est celle de 2019, tout seul, avec un cadre de son ministère, là où, quand ils ont regardé les pratiques avant, la délégation du Bénin pouvait compter 35 personnes. Ils sont allés à 2, le ministre plus un collaborateur.
Et ils se sont organisés pour entrer dans les réunions. L'ambassadeur, lui, pouvait s'occuper de telle ou telle chose. Parce que il faut rationaliser et c'est le choix qui a été fait. Tant qu'il y a eu de ces moments-là, j'ai dit à titre personnel, j'ai été fixé très tôt que c'est ce qu'il faut faire. Mais après, sur les sujets que vous évoquez, les difficultés, les uns et les autres, oui, mais lorsque il vous explique, voilà où nous allons. Les droits sociaux, de grève et autres qui ont été restreints. Vous n'avez pas craint le pire à un moment. On comprend son souci de parcimonie dans la gestion du bien du denier public, qu'il a poussé d'ailleurs, ce souci qu'il a étendu jusque dans une sorte d'effort contributif d'airain demandé aux contribuables béninois pour financer ces réalisations. À un moment, vous n'avez pas eu peur que la patience des Béninois craque? Quand on est en situation et qu'on n'est pas déconnecté, on fait bien attention à tout cela. Mais on a régulièrement remonté aussi la perception, le ressenti, les craintes des populations et des collaborateurs au chef de l'État et à son équipe. Mais encore une fois, moi je crois que c'est un monsieur qui a une longueur d'avance, manifestement une longueur d'avance. Chaque fois, il vous a dit... C'est là le mystère, quand on oui, analyse le style de gouvernance. C'est là le mystère, mais moi je sais aussi qu'il y a une mystique du pouvoir. Il y a une mystique du pouvoir qui fait qu'il y a aussi une part d'insondable à cela. D'où est-ce qu'il puise son inspiration? D'où est-ce qu'il puise son assurance? Je serais incapable de vous dire radicalement, c'est de cette façon, de cette façon. Mais quand on voit comment l'homme est bâti, quand on voit son parcours, quand on voit ce qu'il dégage, il vous dit, je suis de bonne foi. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous, c'est pour le bien du pays. Et demain, même ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui diront, ils ont raison. Et j'observe que chemin faisant, cet état d'esprit s'est imposé et les Béninois eux-mêmes, y compris les plus critiques hier, ont commencé à dire, mais à la vérité, ce monsieur, il voyait avant nous, il savait où il voulait nous conduire. Aujourd'hui, voilà que nous approchons le but. Le Bénin se transforme. Nos mentalités ont commencé à se transformer. Le nouvel état d'esprit qu'il évoque si tant se met en place. Les Béninois développent de plus en plus un certain fighting spirit. On n'est plus pessimiste. Vous êtes en train de nous démontrer là que les Béninois ont adhéré à ce nouvel état d'esprit. Est-ce que c'est une adhésion, une soumission librement consentie, ou bien c'est peut-être la peur du gendarme, puisque désormais, les rapports avec le bien public ont changé. Est-ce que ne s'agit-il pas vraiment de ça, d'un sentiment de peur, plutôt que d'une adhésion, à ce nouvel état d'esprit? Une ferveur, un enthousiasme spontané. Si on veut analyser objectivement, on peut considérer que sur les premiers mois, il y a peut-être eu une certaine crainte, une certaine peur. C'est vrai. Mais avec le temps, parce que les Béninois voient bien que ce n'est pas un homme méchant, ce n'est pas un animal. Non, il a du cœur, il a des sentiments, il a de l'émotion. Et les Béninois même voient que ce qu'il propose porte ses fruits. Aujourd'hui, c'est plutôt par adhésion, plutôt que par peur ou par crainte. Il y a sans doute certains de nos compatriotes qui ne comprennent toujours pas la nécessité de faire les choses ainsi, qui ne voient même pas que le pays se transforme. Et il y en a qui vous le disent, c'est leur droit que nous respectons. Mais on sait au moins aujourd'hui que la grande majorité de nos compatriotes considèrent que quelque chose se passe au Bénin. Qui aurait imaginé, en toute honnêteté, que le Bénin irait sur le marché, et le marché international, pour lever en un seul coup 656 milliards de francs CFA. Chaque fois que nous avons été sur le marché, c'était pour prendre combien? 100 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Nous sommes allés pas sur le marché africain, européen, américain, pour mobiliser de l'argent. Si demain, nous allons lever 1000 milliards, 2000 milliards de francs CFA, c'est parce qu'une dynamique est en cours. Ça peut paraître banal, mais c'est une prouesse qui vaut son pesant d'or, parce que même le financier international, Lionel Zinsou, ancien challenger de Patrice Talon, a eu le chic et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est une prouesse continentale. Voilà pourquoi je dis que même des gens qui hier n'y croyaient pas, parce que ne nous voilons pas la face, et nous parlons à nos compatriotes, soyons le plus transparents, le plus objectifs possible. Beaucoup ont pensé au départ que Patrice Talon n'était pas fait pour le job.
et que à la limite, Raison c'est pour pas laquelle tous lui ont à tourné la le- limite que c'est par effraction qu'il est entré dans la maison du pouvoir. Donc beaucoup ont pensé qu'il n'était pas fait pour le job. Et pour cette raison-là, ceux qui ont espéré avoir telle part, tel morceau du gâteau pour ainsi continuer comme ça se faisait avant, ont été déçus de voir que mais c'est un homme qui marche droit, qui sait où il veut aller, à qui on n'en impose pas. Et aujourd'hui, les gens comme Lionel Zissou, pour le reprendre, avec l'honnêteté intellectuelle qui convient, observent, parce que j'ai noté il y a quelques mois qu'il avait déjà trouvé que le Bénin était en travail, que l'économie commence à bouger, et qu'il salue cette opération-là. Je pense que c'est tout à fait honnête de sa part. C'est juste de dire les choses comme elles sont, et il n'est pas donné à tout le monde. Quand dans ce contexte de Covid, lié à la fermeture des frontières par le Nigeria, le Bénin finit l'année 2020 avec un taux de croissance de 2% et plus. Vous pensez que c'est anodin? Sans ces aléas-là, nous aurions consolidé les 6,9% de croissance que nous avons réalisé l'année d'avant et nous serions peut-être passés à 7 ou 8% de croissance. Mais ça, c'est très bientôt dans les toutes prochaines années. Le bilan, il est reluisant, visiblement difficile de ne pas le reconnaître, salué même par des adversaires de haut vol. Il n'empêche qu'il y a quand même dans les choix de gouvernance, vous avez évoqué son souci dans les arbitrages, de tenir compte toujours de l'intérêt général, mais il y a quand même des chantiers sur lesquels on se demande pourquoi il n'a pas été plus volontariste. L'éducation, la santé. Et même sur le plan infrastructurel, il a fait une grande annonce, le contournement. Qu'est-ce qu'il a fait reculer en vérité? Maintenant, avec l'eurobond, on pourra avoir cette réalisation. Pour ma petite personne, je suis souvent interpellé puisque j'ai fait le premier reportage annonciateur de ce grand chantier. Je peux vous rassurer, vous n'avez pas eu tort de faire ce reportage. Si le contournement nord n'a pas commencé avant la fin du quinquennat, c'est plus lié au souci de perfectionnisme du chef de l'État, au souci de préserver au mieux les intérêts du Bénin. Parce qu'un premier modèle avait été mis en place. Et je me souviens, comme si ça datait d'hier, au cours d'une réunion, le chef d'État évoque le sujet et dit « Oh, nous n'allons pas continuer sur cette lancée-là. Parce que si nous réalisons ça ainsi, c'est le Bénin qui va perdre. » Non, on va revoir le modèle, relancer, et puis cela va se faire. Vous savez bien qu'actuellement, les études sont en cours de finition pour s'assurer, parce que nous avions relancé, quand le modèle a été changé, pour que l'État lui-même le porte, nous avions commandé à nouveau des études approfondies pour ça. Et il a annoncé à Semekodi justement que, Inch'Allah, avant la fin 2021, que ce projet de contournement nord commencerait. Donc, ce n'est pas renvoyé au calendrier grec. Vous pouvez être rassuré que cela va se faire. Sur le domaine de la santé, vous avez le sentiment qu'on n'a pas fait beaucoup. Lui-même, il le reconnaît. Que oui, et c'est légitime. Dans ces deux domaines... Et c'est légitime. Nonobstant les moyens colossaux qui ont été mis dans ce secteur, nonobstant l'acquisition de matériel moderne, comme tout récemment l'IRM pour le CNHU, le chef de l'État a le sentiment qu'on aurait pu faire 10-20 fois plus pour le secteur de la santé. Mais là encore, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, dont les financements ont été bouclés depuis au moins 2018, si ce n'avait été son souci de faire les choses au détail près, de préserver au mieux les intérêts du pays, sans doute qu'aujourd'hui, on aurait vu le gros œuvre achevé et que peut-être les travaux de finition auraient commencé. Mais là encore, malgré la disponibilité de l'argent, le chef de l'État a dit, patientons. Il faut que nous voyions bien au fond l'étude, la conception architecturale et comment conduire ensuite la mise en œuvre du projet. Cela a pris banalement 1 an. C'est dire qu'à aucun moment, il ne s'est laissé habiter par le souci de conquérir une certaine popularité, le souci de plaire aux uns aux autres. Il est marqué par l'envie de faire les choses durables, des choses qui résistent au temps. Pourquoi sommes-nous fiers aujourd'hui, à la limite perplexes, de voir des édifices datant de la période coloniale, des indépendances, qui tiennent encore, là où des constructions réalisées sous le renouveau démocratique se sont totalement écroulées
parce qu'il n'y a pas eu la rigueur et le sérieux dans la conduite de ces chantiers-là. Et le chef d'État nous demande de revenir à ces prérequis. C'est ce qui est en cours et c'est ce qui explique le mouvement massif que nous observons ici et là. André Dossa, il n'empêche que ce modèle, la clé de la réussite des prouesses du magistère Talon, premier mandat, tel que vous le dites, nouvel état d'esprit semble partagé, semble être promis à une adhésion populaire consentie, mais lui-même il s'inquiète. Il s'inquiète de la durabilité et de l'avenir de son modèle. Il en parle, on l'écoute et on en discute. Presque dans tous les domaines, le Bénin réalise désormais des performances inégalées. C'est cela le bilan que nous pouvons faire de notre action commune depuis bientôt 5 ans. Désormais, ne détournons plus l'argent public. En tout cas, beaucoup moins que par le passé. C'est ce message aussi que je tenais à passer ici aussi à vous à Karimama. C'est ce que le Bénin est devenu désormais. Un pays sans pétrole, mais un pays riche par nos efforts. Un pays riche par nos économies. Un pays riche par notre conscience de respecter la chose publique, de dépenser notre argent commun avec respect et sérieux. Je voudrais vous exhorter, vous prier, vous supplier de tout faire pour préserver cet acquis-là. Patrice Talon le répète à en perdre la voix. Démocratie, liberté et gouvernance sont les socles indissociables du développement. C'est peut-être là l'idéologie du réformateur qui se défend en temps ordinaire d'être idéologue. On l'a vu, André Dossa, Wilfried Léandre Ngbeji, au cours de sa tournée de réédition de comptes, il importait plus à Patrice Talon que les Béninois aient gardé pour la postérité cet état d'esprit, le nouvel état d'esprit qui fait l'objet de ce plateau, mais en même temps, il s'inquiète de sa durabilité, de son appropriation intrinsèque pour la durée. André Dossa, ça pose la question de l'adhésion. Oui, quel avenir pour ce modèle Talon? C'est ça qui montre encore une fois, ainsi que nous avions commencé cet entretien, que c'est la clé majeure. Elle appartient aux Béninois. L'adhésion à cet état d'esprit, à cette dynamique, son avenir dépend de ce que nous en faisons. Et la crainte du chef de l'État est légitime parce que on sait très bien que chez les humains, parfois il est compliqué, difficile d'être dans l'abnégation. L'abnégation, c'est travailler jusqu'à s'oublier. C'est faire jusqu'à ne plus en pouvoir. C'est ce que le chef de l'État nous demande de faire. Parce que, créant l'effet feu de paille, si l'on ne préserve pas cette dynamique, si l'on ne la projette pas dans le temps, nous aurons beau être satisfaits de ce quinquennat, nous aurons beau apprécier les résultats qui s'obtiennent, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sommes-nous sûrs que nous ne reculerions pas? Sommes-nous sûrs que le Bénin va continuer de progresser? C'est ça le défi que Patrice Talon nous lance, c'est ça le chantier Il demande de ne pas forcément regarder le côté mirobolant des grandes réalisations, mais surtout la clé qui les rend possibles. Parce qu'il sait que même là, les réalisations, quelle que soit leur grandeur, peuvent être éphémères si la dynamique n'est pas solidement ancrée et portée par les uns et les autres. Patrice Talon sait que c'est son bilan, d'accord, mais c'est pour le Bénin que ça se fait. Et son grand mérite ne sera pas seulement que son bilan d'un mandat ou de 2 mandats soit éclatant, soit apprécié. Pourquoi s'inquiète-t-il quand on sait qu'il est candidat à sa propre succession, donc pour sans doute consolider les acquis, consolider cette dynamique-là? Pourquoi alors s'inquiète-t-il? Mais il passera la main quand il aura fini son magistère à la tête du pays. Il passera la main bien un jour. Patrice Talon nous dit, faites en sorte que, au-delà de ma personne, parce qu'il ne veut pas que l'on réduise les résultats obtenus,
la dynamique en cours, le nouvel état d'esprit à sa seule personne. Ce n'est pas son mérite à lui tout seul. Il a pris l'habitude de dire partout, c'est nous tous. Et donc, si demain je ne suis plus là, peut-être comme vous m'appelez à Gono, vous trouvez que moi j'ai le courage de faire ça. Mais je voudrais qu'au-delà de moi, cela se poursuive. C'est pour ça aussi. Et on ne le dit pas assez. Vous voyez la façon dont il s'est attaqué à certains chantiers difficiles, délicats. C'est de l'altruisme. C'est prendre une bonne part de l'impopularité, même de ses successeurs, pour lui tout seul. Et dire aujourd'hui, nous allons tourner cette page pour que mes successeurs aient la tâche facile. Que demain, s'ils veulent faire ci ou ça, que cela devienne naturel et que l'on ne se préoccupe plus même de savoir quel coup je vais recevoir, quel va être mon niveau de popularité au sein de l'opinion. Non, que ça devienne un réflexe pour nous et que l'on le fasse parce que tous les grands pays ont pris par là pour être où ils sont aujourd'hui. À un moment donné, les valeurs, les principes deviennent les outils du quotidien. Et ce n'est qu'ainsi que l'on fait. Lorsqu'en France, pour donner l'exemple de ce pays, un ancien président de la République peut être déféré devant les tribunaux pour répondre de sa gestion. Personne ne vous dit que la démocratie est en danger. Bon, bien sûr, vous entendez 2 ou 3 acteurs sans grande importance vous dire oui, on a en kikine un ancien président, mais ils ne vous diront pas la démocratie est en danger. La liberté d'expression est en danger. Non. Le jeune Français vous dira c'est de l'essence de la démocratie que l'on aille rendre compte de sa gestion. Parce que ici encore, ce n'est pas totalement partagé. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est curieux quand même que personne n'ait dit, lorsque les proches du pouvoir répondent, ils défilent devant les tribunaux, tout le monde est content. Hein? Mais si demain, vous invitez un opposant à répondre de ses actes, vous allez lire sur les réseaux, vous allez entendre dans la presse que oh, c'est parce qu'il est opposant qu'on le pourchasse. On vous dit, venez répondre. C'est une présomption. Vous êtes présumé par ailleurs innocent. La justice vous appelle. Monsieur le juge, messieurs du tribunal, oui, mais voilà, vous me reprochez telle chose. Non, je ne me reconnais pas dans ça. Voilà les preuves qui font que vous ne pouvez pas me condamner. Ah, ça par contre, oui, je crois qu'il y a quelque chose à me reprocher. C'est aussi simple que ça. Mais si on appelle quelqu'un parce qu'il n'est pas de votre bord, oh, la justice est instrumentalisée. C'est une chasse aux sorcières. Mais personne ne dit ça quand les proches du pouvoir sont devant les tribunaux. Cela, demain, doit devenir un acquis pour tous. Pour que si on nous appelle, que l'on aille répondre de sa gestion, que l'on se défende devant les tribunaux pour laver son honneur. Et si l'on est condamné parce qu'on aurait effectivement commis ce qui nous est reproché, que l'on sache aussi que c'est le prix à payer parce que les Béninois, ils font des efforts tous les jours. Les Béninois qui n'ont pas assez d'eau potable, qui n'ont pas assez d'électricité, qui n'ont pas assez d'école, qui n'ont pas assez de centres de santé. Mais parce que tout cela est le fait de quelques-uns d'entre nous qui ont eu l'indélicatesse de détourner les ressources publiques, de penser que c'est leur propriété, c'est de leur fait. Donc ces Béninois-là attendent bien qu'on sanctionne les auteurs de leur mal-être, de leur mal-vivre. Et c'est ça qui a commencé aujourd'hui pour que plus jamais personne ne confonde la caisse publique à sa poche, que personne ne confonde le bien de l'État à son bien privé. Monsieur Wilfried Léon-Mbouyi, quand le chef de l'État, dans un cri de cœur, il demande aux Béninois de marcher éventuellement, lorsque cela sera nécessaire, contre les dérives d'une gouvernance catastrophique, du fruit du sacrifice individuel de chaque Béninois, vous pensez, et de défendre justement la bonne gouvernance comme nous défendons de manière viscérale l'héritage démocratique, c'est un vœu pieux de voir ça arriver au Bénin? Oh que non, ce n'est pas un vœu pieux. Pourquoi ce n'est pas pieux? Ce n'est pas pieux parce que désormais au Bénin, la lutte contre l'impunité a un contenu. La lutte contre la corruption a un contenu. Donc, il fait en sorte de placer la barre tellement haut que tous ceux qui vont lui succéder demain seront liés par cette obligation de faire mieux. Les Béninois, à la limite, diraient au prochain président après Patrice Talon, si jamais il leur passait à l'idée de faire moins ou de nous retourner dans la gadoue, les Béninois leur diraient, nous avons déjà eu la chance de connaître quelqu'un avant vous. Vous ne pouvez pas faire moins. Il rend donc difficile sa succession. Il ne rend pas difficile. Il place dans les médias. Il place définitivement sur orbite le Bénin et il nous oblige à poursuivre parce qu'il faut quêter les sommets. Et lui, c'est un homme de sommet, c'est un homme d'ambition, c'est un homme de grandeur. C'est ça qu'il veut pour le Bénin. Votre dernier mot sur cet héritage moral de Patrice Talon pour la postérité, le nouvel état d'esprit? Oh, c'est dire qu'il vous appartient, à vous, à moi,
à l'ensemble de nos compatriotes, comme à lui-même, même quand il ne sera plus aux affaires, de continuer sur ce chemin-là. C'est le seul. Et si vous avez été attentif, il y a quelques jours, à la cérémonie de présentation des vœux au corps constitué, il a redit que les Béninois ont compris à travers ce nouvel état d'esprit que la voie royale pour aller au développement durable, c'est le travail acharné, dans le sérieux, la rigueur et la discipline collective. Si on a ça, on a tout. Et nous avons commencé à en faire la preuve que sans avoir du pétrole déjà en exploitation, sans avoir des gisements de diamants ou d'or, sans avoir de la bauxite et autres, nous avons commencé à construire notre pays. Nous avons commencé à montrer que c'est effectivement le travail qui permet d'avancer. C'est moins les richesses naturelles que le désir d'y arriver, dans la rigueur, dans l'assiduité au travail. Et j'aime à dire aux gens, j'en aurais fini, regardez le boulevard de la Marina. Pourquoi, avant Patrice Talon, mais pourquoi aucun de nous ne s'est arrêté une fois pour penser qu'il y a tellement d'espace de part et d'autre qu'on pouvait transformer ce qui n'était boulevard que de nom en un réel boulevard. Nous manquions d'ambition, nous rêvions trop petit. Et lui, il nous dit, il ne doit plus y avoir de limite à nos rêves. C'est ce qu'il résume quand le 27 décembre 2019, il disait devant l'Assemblée nationale que désormais, il n'y a pas d'ambition trop grande pour un pays, ni d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Ça veut tout dire. Ne rêvons pas à minima. Nous sommes dans le monde des possibles. Tout est possible. Si les autres y sont arrivés, nous aussi, nous en sommes capables et nous avons commencé à en faire la preuve. Donc, il faut continuer durablement pour nos enfants et pour ceux qui viennent après nous. André Dossard, merci à vous. Monsieur Wilfried Léandre Ongweji, directeur de communication de la présidente de la République, merci d'avoir accepté notre invitation pour décortiquer le contenu du nouvel état d'esprit que Patrice Talon demande aux Béninois de préserver coûte que coûte, même au-delà de sa personne, au-delà de son mandat, au-delà de son magistère. André Dossard. Merci, Osias. Voilà, c'est la fin de ce plateau. Merci de nous avoir acceptés chez vous, dans nos demeures, pour suivre ce plateau de bout en bout. Gouvernance Patrice Talon, nouvel état d'esprit. Je retiens modestement pour ma part l'éthique et l'efficacité pour tutoyer des rêves quasiment impossibles jusque-là. Patrice Talon demande aux Béninois de choyer, de préserver précieusement cet héritage moral à travers le temps. On espère que lui-même est conscient que cela lui sera opposé en cas de besoin. Merci de nous avoir suivis.